Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode d'aujourd'hui dédié au chemsex. On fait ça avec Luca Paviarani. Bonjour Luca. Bonjour. On voulait faire un épisode sur le chemsex parce que c'est un épisode très intéressant, un sujet très intéressant. Je vais te laisser te présenter pour débuter. Nickel. Du coup, je suis Luca Paviarani, je suis interne de psychiatrie à Bordeaux. Mon champ d'expertise, c'est surtout la dictologie. Du coup, je réalise une FST d'addictologie. Et oui, du coup, on parle du chemsex parce que dans le cadre de ma thèse, je lance une étude qui porte sur le sujet du chemsex. D'accord, on va s'attarder sur cette étude tout à l'heure, mais on va recadrer un petit peu les propos. On va parler du chemsex. C'est un sujet délicat. On va essayer d'être le maximum bienveillant avec des termes le plus précis possible. Tu as un petit mot à nous dire en préambule? Non, et justement, le terme de bienveillance, il est important de le rappeler que ici, en tout cas ici, dans le podcast qu'on est en train de faire, on n'est pas du tout là pour objectiver ou pathologiser un comportement ou une pratique sexuelle. Oui, l'idée, c'est d'être le plus bienveillant possible, de ne porter aucun jugement. Et moi, je vais parler que de mon point de vue en tant que médecin psychiatre et addictologue, alors qu'il existe plein d'autres points de vue, comme sur un point de vue qui porte plutôt sur la sociologie. Ou, voilà, moi, je vais parler de ce que je connais. Il existe différentes approches et différentes façons de parler du chemsex. Moi, je parlerai du point de vue d'un jeune addictologue et interne en psychiatrie. Ok. On va juste débuter par tes études. Tu fais psychiatrie. Où est-ce que tu as débuté tes études, l'externat? J'ai débuté mes études dans la très belle ville de Strasbourg, en Alsace. Et après les ECN, donc à la fin du concours, j'ai décidé d'aller à Bordeaux. Et donc là, ça va faire 4 ans que je suis à Bordeaux. Et cette année, je termine mon année recherche où j'ai réalisé un master en neurosciences. Ok. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le chemsex? Le chemsex, c'est un mot qui a été inventé dans les débuts des années 2000 par un activiste et sociologue qui s'appelle David Stewart. Le chemsex, c'est l'abréviation de 2 mots anglais. Chems pour produit chimique et sex pour le sexe. Et c'est un terme qui est venu dans le langage au fil des années 2000. D'accord. Alors, chem pour molécules en fait chimiques. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de ces produits? Parce que produits chimiques, ça veut tout et rien dire. Oui, ça veut tout et rien dire. Dans le cadre du chemsex, on parle surtout de produits de synthèse, donc de produits qui ne sont pas issus de la nature. C'est notamment tout ce qui est catinone, donc la 3-MMC, la 4-MMC, mais aussi la kétamine, le GHB, le GBL. D'accord. Et donc, le chemsex, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le cadre, s'il y a un cadre, mais comment est-ce qu'il se développe et quelle est la population qui pratique le chemsex? Le chemsex, c'est l'utilisation de substances psychoactives à but sexuel. Ce n'est pas consommer une substance et après avoir un rapport sexuel. Là, on est vraiment dans l'intentionnalité. On a prévu de consommer dans le but sexuel. C'est une pratique sexuelle qui a d'abord commencé dans la population LGBTQIA+, notamment à Londres. En termes de prévalence, c'est surtout des usagers qui sont HSH, c'est-à-dire des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais c'est une pratique qui devient de plus en plus poreuse et qui touche d'autres populations. D'accord. LGBTQIA+, on définit un petit peu cet acronyme. Ouais. L, c'est pour lesbienne, G pour gay, B pour bi, LGBTQ pour queer, I pour intersexuel, A pour asexuel. Et enfin, le plus, c'est pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces initiales. Ok. C'est une pratique nouvelle, finalement? L'utilisation de produits psychoactifs à but sexuel, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. L'opium était utilisé notamment dans l'Antiquité gréco-latine
via un breuvage qui s'appelait le cocetum, qui était une substance qu'on donnait pour les femmes vierges pour leur premier rapport sexuel. Okay. Mais on retrouve, par exemple, dans les années 80, dans la population gay, notamment lors de l'épidémie du VIH, qui utilisait aussi certaines substances psychoactives, toujours dans le cadre sexuel. Mais là, on parle vraiment d'une pratique selon la définition de David Stewart en début 2000, où c'est vraiment une pratique bien spécifique avec l'utilisation de molécules bien spécifiques, comme on les a citées tout à l'heure, donc la 3-MMC, le GHB, le GBL, dans un cadre sexuel. Ok. Pourquoi ces communautés sont plus susceptibles d'être consommatrices, finalement ? C'est surtout lié à d'autres sociétés hétéronormées où les minorités sont mises de côté dans la société, ne respectent pas une norme, et là, dans ce cas-là, une norme sexuelle, et donc ils sont marginalisés. Et du coup, c'est une population qui est bien plus fragile, et en tout cas qui est bien plus susceptible de consommer certaines substances. Et du coup, là, ça a commencé... Et pourquoi cette susceptibilité ? Pour aller chercher essayer de venir à l'encontre de certaines idées, de vouloir pratiquer des choses que les autres ne pratiquent pas ? C'est une fragilité ? C'est quoi ? On sait que la santé mentale des personnes LGBT, elle est beaucoup plus fragile que les populations hétéronormées, en tout cas qui rentrent dans le cadre de la norme, dans le sens où il y a plus de traumatisme chez les personnes LGBT. C'est des personnes qui sont bien plus marginalisées, qui ne sont pas forcément acceptées par leur père ou par leur famille, qui sont obligés de se retrouver en tout cas qui se retrouvent dans une certaine précarité sociale. Du coup, c'est des personnes, je dis patients parce que c'est vrai que moi, du coup, je les rencontre surtout dans le lieu hospitalier, mais sans patientaliser les personnes, c'est souvent des personnes qui, du coup, vont consommer des substances pour essayer de soulager une certaine douleur mentale. Ok. On parle de molécules en fait désinhibantes et entactogènes. Tu peux nous dire ce que c'est ce terme ? Une propriété entactogène, c'est une propriété qui va augmenter la capacité d'empathie et qui va donner envie à la personne qui le consomme de vouloir toucher d'autres personnes. Dans entactogène, il y a le mot tact. C'est exactement ça, c'est le fait de vouloir aller vers l'autre et d'être en symbiose tant sur le plan émotionnel et des pensées que sur le plan du toucher, du tact. D'accord. Physique. Quelle est la molécule finalement qui est actuellement consommée pour cette pratique du chemsex ? À défaut de certaines pratiques où, par exemple, l'alcool, où ça va être qu'une molécule, dans le chemsex, on va utiliser plusieurs substances. Donc, on les a déjà citées, c'est tout ce qui est catinone, où la 3-MMC est la substance la plus utilisée, en tout cas la plus représentée. Il y a aussi le GHB et le GPL pour ses propriétés désinhibantes. Et enfin, après, il y a d'autres molécules, par exemple la kétamine, la cocaïne, mais aussi tout ce qui est facilitateur à l'érection, parce que les molécules comme les catinones ne permettent pas aux hommes d'avoir une érection pénienne, et du coup ils sont obligés d'utiliser par exemple du Viagra ou d'autres molécules. D'accord. Alors on va en discuter tout à l'heure, mais est-ce que ces personnes sont forcément de futurs patients, ou est-ce que cette pratique peut être finalement réalisée sous contrôle, sans risque? On en est où un peu du côté prise de risque en fait de cette pratique? Alors, prise de risque, toute consommation qui peut entraîner une perte de contrôle, elle a un risque. Les risques mis en avant avec le chemsex, ça va être un risque infectieux, parce qu'on est dans des rapports sexuels, des fois des rapports sexuels qui sont qualifiés de hard, où les personnes peuvent se mettre en danger. Donc il y a des risques de contamination par les IST, tels que la syphilis, le gonocoque ou le VIH. Mais il y a aussi des risques neurologiques. Le fait, par exemple, de consommer du GHB à très forte dose peut créer une perte de connaissance qu'on appelle géole. Mais il y a aussi des risques psychiatriques. C'est des personnes qui sont plus sujets aux idées suicidaires, notamment lors des descentes, et qui peuvent passer à l'acte. Et enfin, il y a un risque addictologique assez important. Et enfin, je pense qu'il y a aussi la question du consentement.
qui est important parce que quand on est dans un usage où on n'est plus à même de savoir qui maîtrise son corps, est-ce que c'est la molécule, est-ce que c'est les autres personnes, la question du consentement est importante. Et donc avant même en fait le côté addictif, avant de rentrer dans l'addiction, il y a dans tous les cas une perte de contrôle qui peut amener à des conduites à risque avant même d'être dépendant des produits consommés, quoi. Dans l'addiction, l'un des symptômes centraux, c'est la perte de contrôle. Donc on peut avoir en fait, je parlais de la perte de contrôle, non pas pour aller chercher la molécule, mais la perte de contrôle par les molécules utilisées qui font perdre un petit peu les repères de bienveillance envers son corps, en fait. Les molécules peuvent entraîner une perte de contrôle, mais ça, c'est vraiment proche de l'addiction, alors qu'on peut très bien être dans un usage, on va dire, ponctuel et récréatif, sans conséquences négatives, sans accumulation des dommages. Et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de parler d'addiction. D'accord. Mais il y a un risque, avant même qu'ils soient dans l'addiction, ces patients, les molécules consommées leur font prendre des risques dans leurs activités, en fait. Oui, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il y a des risques infectieux, il y a des risques neurologiques, des risques psychiatriques, addictologiques, mais ça, c'est vraiment en lien avec l'intoxication aiguë, mais de manière générale, toute source de plaisir peut entraîner une addiction. Il y a des gens qui sont addicts au sucre, à la cocaïne, ou même à aller courir. Et ça, c'est tout le monde n'est pas... Il y a certaines personnes qui vont être plus vulnérables à cela et d'autres le seront moins. Et ça, justement, c'est ça qui serait intéressant d'étudier, c'est de savoir sur toute la population qui consomme du chemsex, combien vont développer une addiction à cette pratique. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a autant, j'allais dire du succès, mais c'est son accessibilité. Qu'est-ce qui fait que la pratique se développe ? La pratique, elle s'est très vite développée parce que c'est des molécules qui sont extrêmement addictes, avec une demi-vie assez courte. Donc, d'un coup, on a une intensité de la molécule, on a des effets positifs qui arrivent très, très vite. Et ça va s'arrêter aussi assez vite. Donc, on va toujours consommer plus. Ensuite, c'est pas très cher. La 3-MMC, c'est pas très cher. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Le GBL, vous pouvez tristement le trouver sur Internet, pas forcément en allant sur le Darknet. Et c'est des personnes qui sont souvent vulnérables. Et l'usage du chemsex, ça permet de se connecter. C'est des gens qui permettent de rencontrer des gens. Et enfin, là, pendant le confinement, du coup, mars 2020, si je ne m'abuse, mars 2020, donc les gens se sont retrouvés un petit peu du jour au lendemain cloîtrés chez eux. Il y a des gens qui ont souffert de cet isolement. Et enfin, avec les applications de rencontres, c'était très facile de faire des plans chem. Et donc, ça a créé un essor très important avec des personnes qui ont consommé pendant plusieurs jours lors du confinement. D'accord, ok. En France, est-ce qu'on a un petit peu une évaluation du nombre de pratiquants ? C'est assez dur. Les données sont assez vastes, elles peuvent aller de 2% jusqu'à plus de 30%. Le rapport du professeur Benyamina en 2022 parlait de à peu près 20% des HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. On peut définir, peut définir HSH parce que c'est des hommes qui ont des rapports sexuels avec des autres hommes. Donc on sort en fait de la définition hétérosexuelle, homosexuelle, etc. C'est une définition qui définit une pratique et non pas une étiquette en fait. Certains hommes peuvent avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes sans s'identifier en tant que gay ou homosexuel. Il y a des gens qui vont se définir en tant que bisexuels. Voilà. Donc, la manière la plus simple et la plus épidémiologique, c'est de dire HSH, donc homme, sexe, homme. Ok, très bien. Et donc, la prévalence en France on estime à 20%, mais on a peu de données là-dessus. D'accord. Ces molécules, ces drogues, elles sont connues pour être finalement utilisées en dehors du contexte chemsex. Et elles ont été amenées dans le chemsex. Mais finalement, elles sont utilisées en dehors de ce milieu aussi. Il y a eu un essor des consommations des catinones via le chemsex. Et là, on observe qu'il y a une porosité, notamment dans le milieu festif, où il y a de plus en plus d'usagers qui vont utiliser des catinones.
Cependant, le GHB et le GBL a souvent été utilisé dans un contexte sexuel. C'est vrai que le chemsex a permis en tout cas une déstigmatisation de cette molécule, parce qu'avant elle était connue quand même comme la drogue du violeur. Là, c'est des gens qui vont l'utiliser par eux-mêmes et ils le décident de le faire. Mais oui, c'est des molécules qui ont commencé à être connues et utilisées et qui ont fait un grand essor dans le chemsex. Et là, on observe qu'en effet, dans certains milieux festifs, des usagers en dehors du chemsex les consomment. Ok. On va un petit peu parler de ton étude, même c'est un projet de thèse oui, tout à fait. Qui est débuté. Oui, on a commencé l'étude qui s'appelle TU-Chemsex, TU pour trouble de l'usage et chemsex pour le chemsex. On l'a débuté le 14 août. L'objectif de l'étude, c'est d'évaluer la prévalence de personnes addictes aux molécules utilisées dans le cadre du chemsex. Pour faire le parallèle, c'est par exemple chez tous les usagers d'alcool, on sait à peu près qu'entre 10 et 15% vont développer une addiction ou ont une addiction à l'alcool. Et à l'heure actuelle, on est incapable de dire que chez ces usagers du chemsex, combien ont ou vont avoir une addiction au chemsex. D'accord. Parce que tout le monde, justement, on en parlait, on a un petit peu discuté de savoir est-ce que tout le monde va développer ou pas une addiction. Moi, je pense qu'il y a des usagers du chemsex qui ne vont pas développer d'addiction et tristement, il y a des gens qui vont développer une addiction. Et donc, quel va être le protocole ou la manière dont vous allez procéder ? C'est un auto-questionnaire en ligne qui dure moins de 15 minutes, qui reprend les critères du DSM-5, donc qui est un peu notre bible pour poser les diagnostics. Donc, on reprend ces critères cliniques et ça nous permettra d'évaluer pour savoir combien ont développé ou ont une addiction au chemsex, en tout cas aux molécules utilisées pour le chemsex. Et enfin, en objectif secondaire, on aimerait évaluer aussi si les personnes sont addictes au chemsex, et du coup au chemsex en tant qu'entité propre, pas en tant que juste molécule ou une addiction sexuelle, et là vraiment une addiction au chemsex. D'accord. Du coup, ça m'amène à une question. Ces patients, justement, ce ne sont pas des patients au début. Oui. Ce sont des personnes qui ont peut-être pas du mal, mais en tout cas, leur rentrée dans le parcours médical n'est pas du tout systématique, voire est parfois peu probable. Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire rentrer dans un parcours de soins, et notamment pour ton questionnaire, comment arriver à leur faire atteindre et arriver ce questionnaire devant leur porte, entre guillemets ? Le soin, c'est pas le même pour tout le monde. Je pense que c'est important d'avoir une prise en charge personnalisée, prise en charge qui n'est pas forcément médicale. Il y a les associations, je pense notamment à AIDS ou d'autres XAPA qui ont une approche communautaire et qui proposent des temps d'écoute, des temps de parole, ou en tout cas qui font de la sensibilisation à la RDR, donc à la réduction des risques, pour que les usagers au chemsex, dans ce cas-là, consomment correctement leurs produits, notamment avec Roule ta paille, qui permet de sniffer leurs produits sans échanger les pailles pour éviter les contaminations, ou Teste ton produit pour savoir exactement ce que les usagers consomment. Après, c'est souvent des personnes qui rentrent dans le soin via la PrEP. C'est des personnes qui vont dans leur usage du chemsex, qui vont prendre la PrEP, qui est un traitement prophylactique contre le VIH pour ne pas être contaminé. Souvent, les infectiologues rencontrent avant tout ces usagers-là. Ok. Et du coup, quand les infectiologues les prennent en charge, il y a des évaluations par des questionnaires sur leur pratique, par exemple ? Alors, ils font des évaluations pour savoir est-ce que les personnes sont à risque ou pas de... un truc tout simple, c'est est-ce que si je m'injecte, donc cette pratique, elle s'appelle le SLAM, c'est si je m'injecte par exemple des cathinones, je suis à risque infectieux parce que avec l'aiguille, je risque de me contaminer. Donc ça, ils évaluent tout ça. Mais c'est vrai que le discours interprofessionnel, des fois, il n'est pas présent. Nous, on a cette chance à Bordeaux, en tout cas, d'être sensibilisés, notamment avec le professeur Cazenave et le professeur Fatseas, sur cette question-là, où justement, il est important que les infectiologues travaillent avec les addictologues ou les médecins psychiatres. En tout cas, la première question à faire, c'est de demander est-ce que la personne fait du chemsex. Ensuite, c'est d'évaluer si la personne se met en danger.
et comment elle se met en danger. Est-ce que c'est un risque infectieux? Est-ce que c'est un risque neurologique? Alors, je pose des questions le plus délicatement possible, mais comment est-ce qu'on peut poser à quelqu'un la question de est-ce que vous faites du chemsex? Ça peut être vu comme quelque chose de malveillant, entre guillemets. Pourquoi je poserais cette question à un patient et pas à un autre, etc. C'est délicat. Je pense que si on pose la question en disant qu'on va être bienveillant et que on s'inquiète et on se questionne, je pense que la personne est à même de le comprendre. Et si la personne vous dit qu'elle ne souhaite pas vous répondre, il faut accepter cette réponse-là parce que c'est une réponse, en tout cas faite par cette personne. Moi, je pense que c'est comme les idées suicidaires, il faut poser la question parce que si vous ne posez pas la question ou si vous tournez autour du pot, vous n'aurez jamais une très bonne réponse. Oui, moi je pense que si c'est bienveillant et si on justifie la question en disant que à l'heure actuelle, on sait qu'il y a une consommation de certaines substances dans des pratiques sexuelles et qu'on veut savoir si la personne se met en danger, je pense qu'à partir de là, c'est justifié. C'est justifié, ouais. Ok. Pour poursuivre sur donc, l'étude, vous allez proposer un questionnaire de 15 minutes, tu disais. Ouais. Et ensuite, l'objectif de l'étude primaire et secondaire, c'est quoi ? Donc, c'est un auto-questionnaire qui dure grand maximum 15 minutes. L'objectif principal, c'est d'évaluer la prévalence du trouble de l'usage, donc addiction, aux substances utilisées dans le cadre du chemsex. Et les objectifs secondaires, il y a les évaluations des caractéristiques sociodémographiques. Et enfin, on évalue la sexualité, voir si la personne a un usage pathologique dans le cadre du sexe ou si en tout cas la sexualité est une question importante pour la personne. Et enfin, on évalue si il existe ou non une addiction au chemsex en tant qu'entité clinique à part. D'accord, ok. Est-ce qu'on connaît le mode d'entrée au chemsex ? Est-ce que ce sont des patients qui avaient déjà une consommation de drogue ou des conduites à risque en amont de cette pratique ou pas ? L'entrée dans le chemsex est multiple. Il y a quelques schémas qui se dessinent, notamment des personnes qui étaient isolées socialement, qui ont rencontré une personne qui leur a proposé lors d'un plan sexuel d'utiliser certains produits et du coup qui ont apprécié ce moment-là et qui du coup vont réitérer ce comportement. Ça peut être aussi dans un milieu festif consommer quelque chose et par la suite avoir un rapport sexuel. Les entrées sont multiples. Ok. Donc ces patients, imaginons un homme qui a des rapports sexuels avec un homme qui réalise du chemsex, qui est dans la pratique du chemsex. Quel va être son parcours pour essayer de le prendre en charge une fois que en fait il devient patient? Une fois qu'il devient patient, ce qui est important, c'est d'évaluer les risques. On parlait de RDR. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important à faire en aigu. C'est de savoir si la personne est à risque de se contaminer, s'il se met en danger et comment on peut diminuer ce risque. Je pense que c'est une prise en charge qui doit être globale et multiprofessionnelle. Je pense que c'est important d'avoir des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médecins psychiatres ou addictologues, même des kinés, de la psychomotricité. C'est très important parce que le rapport au corps devient vite compliqué. Je me trouve pas beau, je suis obligé de me désinhiber parce que sinon je dois être dans une performance sexuelle et du coup il est important que je ressemble à ça. D'avoir des sexologues. C'est compliqué de trouver une sexualité par la suite sans produit. Et après, c'est une prise en charge qui est extrêmement psychothérapeutique. On n'a pas encore de molécules miracles qui fonctionnent. Donc, la meilleure prise en charge, c'est des rendez-vous réguliers, d'évaluer si la personne se met en danger ou non, de se donner des objectifs, de ne pas stigmatiser la personne et d'avoir une approche extrêmement TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Ok. Donc, pour sortir un peu de la théorie, par exemple, concrètement, là on enregistre à Bordeaux, est-ce qu'il y a une structure adaptée? Est-ce que c'est pas encore le cas? Est-ce qu'il y a une dynamique autour de tout ça qui est en train de se faire? À Bordeaux, il n'y a pas de service chemsex. Tu penses que, en tout cas, pardon, je t'ai coupé, mais il y a des structures chemsex en France déjà? Oui. Ok. À Paris, il y a le docteur Jean-Victor Blanc qui propose des consultations chemsex. Il y a à Fernand Vidal à Paris aussi qui propose des prises en charge TCC sur 8 séances pour les chemsexeurs.
ça reste très Paris, mais en tout cas, en province et dans le reste de l'Hexagone, il y a une sensibilité qui se fait. Les médias, en tout cas, rapportent. Alors, c'est souvent sur le côté un peu sensation. C'est pas forcément bien véhiculé, mais en tout cas, du coup, ça sensibilise certaines personnes. Et les professionnels commencent à proposer des prises en charge spécifiques au chemsex. Pour Bordeaux, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de prise en charge que chemsex, mais il y a des prises en charge addictologiques. Et les professionnels addictologues sont tout à fait aptes à prendre en charge quelqu'un qui se questionne sur son usage du chemsex ou qui est dans une démarche de réduction des risques, de gestion de son usage du chemsex. C'est tout à fait possible à Bordeaux, mais en tout cas, il n'y a pas de structure que chemsex. Ok. Tu as déjà pris en charge des patients chemsex ? Ouais. Quelle est leur plainte numéro 1 en général ? J'aime pas du tout ce mot en général, mais quelle plainte tu as reçue le plus souvent ? Les plaintes, c'est souvent des conséquences avant tout sociales. C'est la perte de l'emploi, dépenser de l'argent exclusivement dans les produits, ne pas retrouver une stabilité sociale. Donc, c'est souvent l'accumulation des dommages. Ça peut être aussi des personnes qui se sont infectées par une IST ou par une hépatite virale. Souvent, c'est la porte d'entrée. Ok. Pour que l'étude soit une belle étude, on va communiquer tout ça. Si tu nous le permets, je pense que ça sera chouette pour l'étude. Ouais. Ça a débuté et c'est un questionnaire et après... C'est un auto-questionnaire. Et donc, il y a un site internet. Là, on est sur les réseaux sociaux aussi. Et le site internet, et à la fin du questionnaire, il y a des contacts utiles. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont mobilisées avant les professionnels. Je pense à AIDS, à ENIPS, qui proposent des groupes de parole. Il y a un groupe WhatsApp où vous pouvez aussi les contacter. Donc, il y a tous ces contacts-là. Justement, si les personnes se posent des questions à l'issue de l'auto-questionnaire. Ok. Elle va durer combien de temps, l'étude ? On espère jusqu'en mars-avril 2025. Ok. Et aucune idée du nombre d'auto-questionnaires que vous allez pouvoir récolter ? C'est quand même encore un peu opaque, peut-être ? Non, et il y a une étude qui a été très bien faite par le docteur Dorian Cessa, qui, lui, avait recruté beaucoup de patients. Du coup, on espère aussi en tout cas, essayer de faire aussi bien que l'étude Sex and Chems de Dorian Cessa. Mais oui, on espère en tout cas avoir des résultats suffisants pour pouvoir faire avancer la recherche et notamment la prise en charge sur le chemsex. Ok. Donc toi, c'est une étude et c'est le thème de ta thèse parallèlement à ça. En fait. Exact. Oui, voilà. C'est une étude pour une thèse. Et j'espère que c'est le début de plusieurs études, toujours sur le chemsex. Ouais, pour toujours qu'elles s'auto-fournissent. Ouais. Ok. Lucas, merci beaucoup. C'était très, très, très précis. Un sujet délicat, mais c'est surtout un sujet où on essaie de pas exclure, d'inclure, de dire à tout le monde D'inclure, tout à fait. De dire au maximum de gens qu'il y a des professionnels de santé qui sont là, à leur écoute, pour prendre en charge de manière pluridisciplinaire, comme tu disais. Pluriprofessionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas un personnage central dans l'histoire et que quelle que soit la personne que ces patients rencontrent, ça peut être une porte d'entrée à chaque fois possible à leur prise en charge et à leur bien traitement. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Prenez soin de vous, sortez couverts. C'est déjà pas mal. On reste sur ça, on finit sur ça. Lucas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu ? Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.